stratégie, on aurait pu peut-être même dire où, et stratégie, on n'a pas été très facile à prononcer. On va en parler tout de suite avec un panel d'invités. Bernard Kleinhoff, président de Rising Sud, Lionel Dolceani, vice-président de la FBPP. En préparant le direct, il est grand temps que tu t'achètes des lunettes, mais c'est tout à fait vrai, c'est un aveu en public. Laurent Elino, je vais y arriver, directeur du site, donc aurait dû présentez-vous, voilà, présentez-vous, parce que franchement je n'arrive pas à lire tellement c'est trop petit. Si vous voulez bien vous présenter. Laurent Elino, je suis le directeur général d'Aurélie, qui collecte et qui traite des déchets sur le site principal est à Grasse. Merci d'être avec nous. Suite des présentations non genrées, vous l'aurez remarqué, on n'a pas dit honneur aux femmes, c'est non genré, c'est tout à fait normal. Eh bien, Florence, je vous laisse vous présenter. Florence Barbette, je suis responsable des démarches RSE et directrice de la communication chez Aluminor. Soyez la bienvenue. Sébastien, présentation. Oui, ça marche. Enfin, ça marchait jusqu'à tout à l'heure. Ben, ça marche pas, complètement micro. Oui, bonsoir, Sébastien Roger, chargé de mission économie circulaire et écologie industrielle à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Merci, là, notre liste, dit-on en bon français, eh bien, Laurence, qui est depuis le début de l'après-midi, qui met son grain de sel dans chacune de nos interventions. Oui, bonjour, moi je suis Laurence Vanin et je suis titulaire de la chaire Smart City Philosophie et Éthique à l'Université Côte d'Azur. Eh bien, merci à tous. Alors, on commence tout de suite. Bernard Kleinhoff, bonjour. Donc, moi, je ici le nom, c'est tout simple. Alors, infatigable producteur de l'économie, observateur depuis longtemps, président de la Chambre de commerce, c'est plus à l'époque de votre présidence, et puis depuis un parcours. Aujourd'hui, tout à l'heure, on listait vos titres. Le premier d'entre eux est le président de Rising Sud et bien d'autres casquettes. Alors on va parler d'un sujet important, la résilience. Pendant longtemps, je veux dire que c'était quelque chose à la mode, on fait un petit peu l'affaire d'acteurs qui étaient plus dans le développement durable, etc. Cette Covid, elle a révélé plus que jamais l'importance de la résilience des territoires, résilience de l'industrie, résilience tout court. Alors pour commencer nos travaux, notre conférence, votre regard sur ce mot-clé, la résilience, l'industrie résiliente, opportunité, stratégie, conditions de survie, devrais-je dire. Comment voyez-vous ça? Je vais mélanger un petit peu les choses Rising Sud et conseils régionaux, parce que j'ai la chance de présider la commission économique. La résilience, elle a commencé par le collectif. Mars 2015, le président de la République nous annonce qu'on va être confiné. Et on vous aidera quoi qu'il en coûte. On ne comprend ni le confinement, ni le quoi qu'il en coûte. Pas 2015, c'est 2020, pardon. 2019, c'est 2020. Non, c'est 2020. mars 2020. Donc à partir de ce moment-là, une grande majorité d'entreprises industrielles ferment. On ne sait pas pourquoi, nous les premiers, on a fermé, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Et puis c'est mis en route ce que le président de la République avait appelé le quoi qu'il en coûte, et qu'à la région, on a modifié en ne laisser personne sur le bord de l'eau. Alors, pour vous donner tout de suite un peu l'ampleur de la chose, entre les fonds régionaux, les fonds d'État, les fonds d'Europe, les fonds de nos collectivités, sur les 18 derniers mois, on a mis à disposition directe des entreprises pour les accompagner 2,5 milliards d'euros par région, indépendamment de l'accompagnement du chômage partiel. C'est ça qui a rendu nos industriels d'aujourd'hui résistants d'abord, résilients ensuite, et cette résilience, elle a eu, je peux dire que la Covid a eu un effet positif, c'est qu'elle ne nous a pas imposé de nouvelles manières de travailler, elle nous a imposé de créer de nouvelles relations, puisqu'on ne pouvait pas trop bouger. Donc il a fallu qu'on se regarde un petit peu entre nous et les réseaux ont bien fonctionné. L'industrie a souffert, mais moins que d'autres secteurs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des chiffres sur ce qu'on appelle la reconquête industrielle, avec des vraies propositions de relocalisation. Le plan de relance de la région a comme élément moteur la réindustrialisation, parce qu'on a besoin de souveraineté nationale. On se rend compte simplement qu'aujourd'hui, une très grande part des vaccins, voire des médicaments que nous utilisons au quotidien, comme par exemple les sont inventés en France, on ne sait pas les produire.
l'ARN messager. On a failli avoir un Nobel, apparemment. Sur l'ARN messager, Nous, on a un grand regret, c'est que le patron de Moderna est marseillais, et il est parti parce qu'il ne trouvait pas les moyens ici de faire ce qu'il voulait faire. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a une industrie qui, indépendamment des difficultés d'approvisionnement, voire des difficultés de recrutement, se porte, je vais dire, assez bien sur la région. On nous avait annoncé un tsunami de défaillances d'entreprises. On a des meilleurs chiffres en 2019 et rien ne nous laisse à penser que d'ici 2022, même si on pense qu'il y aura quelques défaillances, on aura un drame absolu loin s'en faut. Je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une industrie qui est en reconquête, qui est en développement. Globalement, j'aurais tendance à dire que pour les acteurs industriels, et en particulier nos TPE, nos PME, la Covid a été, alors, difficile à entendre, bénéfique pour la suite. On y est, on y arrive, les chiffres sont là, et bon, on a un taux de chômage actuellement qui est probablement. Merci Bernard Kleinoff, d'abord ce retour arrière, ce focus actuel et cette vision effectivement en ce moment des acteurs économiques. Merci pour ce mouvement et ce soutien régional volontariste et affirmé. Alors, retour arrière, on ne va pas rester longtemps sur l'arrière parce que la résilience c'est maintenant, hein, c'est vraiment des enjeux très importants. Mais allez, en 30 secondes chacun, cette Covid, la résilience dans tout ça, est-ce que c'est un lien, est-ce que c'est finalement un accélérateur, est-ce que de toute façon on y était? Comment vous avez, qui veut témoigner sur déjà ce retour arrière? Oui, vite fait. Alors, résilience sur le monde du bâtiment. Alors nous, on est clients du monde industriel, puisque les industriels du territoire sont nos fournisseurs. Et donc on est dépendant. Et donc on est dépendant de la production qui se fait localement, et on est dépendant de la matière première qui arrive. Aujourd'hui, elle n'arrive pas. Je ne sais pas si ça a été une chance. Moi, je ne l'ai pas vécu comme une chance. Pas une prise de conscience, moi, parce qu'il aurait pu imaginer il y a quelques mois que du métal, parce qu'on ne parle pas de microprocesseurs de métal, on parle de bois et de métal. Des forêts, on en a quand même en France, on a peut-être plus de. Voilà, on a aussi des chaînes, on va en reparler de recyclage. Qui l'eût cru? Ils auraient dit ça il y a 1 an et demi. Alors, là, on remonte sur des débats de politique nationale, hein, mais quand on vend notre industrie, par exemple pour l'acier, pays étrangers, il est évident qu'on en dépend. Et là, on s'en rend vraiment compte. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, des gamistes et des distributeurs nationaux, je ne leur dirai pas le nom, mais qui ont des antennes sur le 06, sont obligés de se servir chez des petits producteurs dans le Piémont pour aller chercher des barres de fer et des tôles. Je veux dire, c'est hallucinant. C'est des gens qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires qui vont se servir de ces PME de 6-7 millions et du métal à recycler. Il y en a, on va dire pas des rues, parce qu'on prend tous conscience de la valeur de nos déchets, parce que le nombre d'épaves qui, encore une dizaine d'années, restent au bord des routes, elles pourrissent, elles oubliées. Alors, le monde change vraiment, pour le meilleur et pour le pire, hein, on voit bien, mais en tout cas, qui dit changement dit opportunité. Peut-être le regard d'un acteur du sujet sur ce qui a changé, puisque quand on est sur un site web, on a des dashboards, comme on dit en bon français, et on regarde au quotidien, ça bouge dans le bon sens, dans le mauvais sens. Comment on l'a vécu? La période sur cette partie-là, nous, en fait, on a eu la chance d'être sur Grasse, d'être au cœur de l'activité des arômes et parfums, de pouvoir répondre justement à cette activité qui a beaucoup perduré et s'est même parfois développée. Et nous, on s'est organisé pour répondre à cette demande des quotidiens, d'être là auprès de l'industrie. Donc on a su s'adapter en permanence, mettre plus de personnel là où il y avait besoin et réduire où là ça l'était moins. Et après, donc effectivement, je parle directement de ce qu'on fait sur l'économie circulaire. Mais je dirais ce projet-là, on allait dire, voilà, allons-y, le gros mot est lancé. Le gros mot est lancé. Donc nous, c'est notre quotidien, l'économie circulaire. Et on réfléchit en permanence en fait à trouver des solutions et de relocaliser et de faire ça en proximité. Je
considère que notre activité, elle est liée à la proximité. Pour moi, quand on a une action retour, il faut qu'elle se retourne également vers cela. Nous avons une activité de valorisation autour des plastiques industriels. Et à côté de ça, on a des besoins pour notre traitement de déchets en pompe en plastique. Donc, depuis des années, on cherchait une solution pour, avec ce plastique qu'on reçoit, qu'on trie, qu'on broie, qu'on lave, qu'on puisse, cette matière, au lieu qu'elle parte vers des plasturgistes en France, en Italie, qu'on puisse, avec cette matière-là, donner une seconde vie à un produit dont on avait besoin. On a cherché des partenaires régionaux, on a un petit peu arpenté et on a trouvé donc près d'Aubagne, à Aubagne, en fait, un industriel de la plasturgie qui était prêt à jouer le jeu avec nous et qui a été OK donc, pour qu'on travaille ensemble pour fabriquer un nouveau contenant 100% en plastique recyclé et pour remplacer les contenants qu'on utilisait, les contenants du commerce. Et on a vraiment fait le choix que ce soit un local. Le succès là. Alors, peut-être d'autres témoignages à ce stade, mais si on rentre dans le débat, on voit bien qu'on est quand même sur un changement de paradigme. Parce qu'avant, quand on était industriel, on est philosophe, on a la chance d'en avoir une, on change de paradigme. À une époque, on était industriel pour produire, on partait d'un objet manufacturé, d'un prototype, du produit final, et le sourcing n'arrivait qu'après. Est-ce que ce changement, il n'est pas là? C'est-à-dire, on part d'abord de la ressource qu'on va pouvoir avoir, recycler idéalement le plus localement possible, pour se dire qu'est-ce que je fabrique avec? C'est plus du tout le même métier pour l'industriel. Est-ce que ce changement de paradigme, c'est une élucubration d'animateurs en fin de soirée, ou on sent que c'est le début d'un changement plus profond? Pas du tout. En fait, en réalité, nous, on est philosophes, donc on n'a peut-être pas les mêmes impératifs que vous, mais on a des impératifs de pensée. La résilience, on sait très bien que c'est une façon de subir un choc. Ce choc amène à un bouleversement tel qu'il faut tout réagencer autrement. Donc on prend conscience effectivement qu'il y avait un modèle. Ce modèle a duré, il a eu son temps. Et puis face à une épreuve, là ça a été la Covid, mais ça aurait pu être autre chose, eh bien il fonctionne bien. Et puis surtout, on s'est rendu compte que les schémas qui s'étaient instaurés ou installés dans l'industrie étaient presque banalisés par des pratiques qui se transmettaient depuis quelque temps et qui n'ayant pas vécu d'impact particulier qui allait les branler, eh bien, n'avait pas besoin de se changer lui-même. Hormis que là, cet élément perturbateur qui vient redonner et rabattre les cartes autrement, amène à trouver des solutions de proximité, des aides de l'État ou de la région, effectivement, des politiques, parce que les politiques étaient forcément les piliers de toutes ces orientations-là. Il fallait que l'emploi soit préservé et les vies humaines qui étaient corrélées à tout cela. Et le modèle qui change aujourd'hui, c'est de se dire qu'un système ne fonctionne que s'il n'est pas avec une filière unique, mais qu'il y a plusieurs systèmes qui s'entrecroisent, qui se tiennent dans une forme de maillage, et qui évite à un moment donné il y ait la rupture. Donc les mots qui ressortent de tout cela, de l'agilité bien sûr, de l'autonomie avec la possibilité d'avoir des choses à proximité, mais aussi, une fois qu'on a dit tout ça, une forme de sobriété, parce qu'on se rend compte aussi que la problématique d'aller chercher loin des matières premières renvoie aussi à de la pollution et on essaie de lutter contre ça. Donc on a aujourd'hui toutes les cartes pour repenser un monde industriel et je pense que c'est intellectuellement enrichissant pour tous et en même temps la possibilité de repenser l'être collectif autour de la dynamique économique et structurelle. Allez, une réaction également, Sébastien. Oui, tout à fait, une réaction, parce que moi je vais vous parler finalement d'écologie industrielle. Comment réunir finalement l'écologie et l'industrie. C'est tout un débat, vous avez parlé de psychologie, on est vraiment dans ce débat-là. De l'autre côté, la CCI, nous, on a été depuis de nombreuses années, par des expériences, des projets, depuis plusieurs années, on menait à l'écologie industrielle, c'est dire, voyons, ayons une vision macro, donc vraiment le territoire vers les entreprises. Comment travailler ensemble, être plus fort ensemble. Là, on revient sur les thématiques de la psychologie. Intelligence collective, chasse en groupe, co-conception, enfin tout. Exactement. Donc comment les ressources peuvent s'échanger entre les entreprises, comment les déchets, finalement, les pertes nouvelles pour certains, peuvent devenir des ressources et à valeur ajoutée forte pour les autres. Comment on peut mutualiser les ressources, comment on peut mutualiser des ressources autant matérielles que humaines. Ça c'est important, le partage des expertises, savoir travailler ensemble, c'est aussi pouvoir partager des profils aussi.
de distribution, mais pour parler de résidence, le sourcing, parce qu'en ce moment, si j'ai bien compris, c'est là où le bas blesse. Le sourcing, où est-ce qu'on est entouré de déchets qui n'en sont pas, qui sont des ressources qui sont valorisables. Le sourcing, c'est vraiment l'enjeu là de l'actualité. Alors le sourcing, Au-delà de l'aspect philosophique sur lequel je pense que vous invitez à acquiescer, le sourcing, pardon, si ça vient, mais alors peut-être avant de faire réagir invité, bon, vous avez dit une calme Olympia. Alors vous êtes industriel, en préparant un petit peu cette émission, vous êtes dans une vallée, vous êtes pas très loin d'ici, 18 ou 17 salariés de mémoire. Bon, la résilience, c'est un mot intellectuel pour grands industriels qui veulent avoir une bonne notation auprès de leurs analystes financiers, mais c'est une réalité quand on a une PMI et qu'on fabrique des luminaires comme c'est votre cas. Alors, effectivement, on est créateur et fabricant de luminaires d'intérieur et la résilience, c'est une réalité, c'est une nécessité. On a parlé de l'événement Covid et là, effectivement, qu'on soit petit ou grand, je crois qu'il a tous fallu qu'on fasse preuve d'agilité, de créativité aussi, mais je pense qu'au-delà de ça, et de ce côté agilité nécessaire quand il survient une crise comme celle-là, il y a aussi la nécessité d'avoir une vraie stratégie, un vrai cap. Et quand on a défini ça, je pense qu'on est un petit peu plus solide dans la tempête pour passer la tempête. Mais c'est sûr que ça nous oblige à nous réinventer, à re-questionner un business model, à re-questionner des partenariats. Et pendant cette crise, on s'est rendu compte que le fait d'être bien entouré, d'être bien accompagné par une CCI, par des acteurs aussi associatifs, le collectif. Exactement. C'est quelque chose qui prend tout son sens et effectivement le fait de jouer collectif, c'est une vraie chance de pouvoir surmonter ce type de crise. Bernard Kleiner, quand on entend le témoignage de ces dirigeants d'entreprise, de ces acteurs consulaires, de ces praticiens, on se dit, bon, à la région, on n'a pas des moyens limités, mais on a des rayons d'action, on se dit, c'est quoi la prochaine étape au-delà des aspects financiers pour accompagner ce changement, pour accompagner ce mouvement? Parler de la prochaine étape, je peux dire un mot sur ce que j'ai évoqué, même s'il y a des choses qui sont difficiles à entendre. Nous, dans notre entreprise, on a fait mieux en 2020 comme de nombreuses industries. C'est ça, beaucoup le disent, osent à peine le dire. Voilà. Alors, on évoque des sujets de matière première. Nous, on a beaucoup bataillé pour que au fourneau de Vos reste habilité. Ça a été compliqué. On a fait des allers-retours nombreux et multiples, aussi bien avec Arcelor qu'avec les ministres, parce qu'il a fallu tout le monde. Aujourd'hui, il est là, il tourne et personne ne se pose cette question sur l'utilité. Non, il reste habilité. Juste un détail sur le bois. Notre problème d'approvisionnement en bois n'est pas lié au Covid. Il y a un truc qui peut paraître extravagant. Les Américains sont les plus grands consommateurs de bois. Ils l'achètent traditionnellement au Canada, mais ils ont décidé que comme les forêts étaient domaniales, c'était de la subvention. Donc ils ont mis une taxe gigantesque sur le bois canadien. Et donc ils sont venus nous chercher en Europe, soit chez nous et puis dans nos pays du Nord. Et donc nous, Lionel a raison, on est le bec dans l'autre, parce que sur nos chantiers on ne trouve pas de bois, mais il nous arrive de ne pas trouver non plus le tube PVC. Et nous, on ne trouve pas de tube. En peinture, on explique aux archis qu'ils ont un talent merveilleux, mais que ça serait bien qu'ils changent de couleur. C'est pas tous les jours simple. Les philosophes le savent, c'est pas ça. Mais bon, on y arrive. Alors la suite, c'est quoi? La suite, c'est... L'État a fait son plan de relance, 100 milliards, normalement, dans lesquels il y a 40 milliards qui viennent de l'Europe. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas tous traités à la même manière, parce que dans le plan européen, c'est 750 milliards. Nous, on va en toucher 40. Les Italiens, 250. Différence de traitement qui vient d'éléments soi-disant concrets, mais qui pose question. Donc nous, à la région, on a fait un plan de reconquête pour accompagner le plan de relance. Alors, on ne voulait pas qu'il s'appelle plan de relance pour le différencier. Et puis, dans ce plan de relance, on s'occupe de nos entreprises, au premier rang desquelles les TPE et les PME, par de l'idée que les grands groupes n'ont pas forcément besoin de nous. C'est d'accompagner les entreprises. On a 5 ateliers dans ce plan de reconquête. Et
Il y en a deux qui touchent l'international. Quand je parle d'international, c'est aussi bien export, même si c'est un mot que j'aime pas, l'export de l'attractivité. Puis, on part d'un constat assez simple. Quand on veut vendre de la confiture du Vauclusin canadien, mais il faut du vendre de Vaucluse avec. Quand on veut vendre de l'éclairage, il faut vendre l'ambiance qui va avec, donc le territoire. Ça, c'est un premier point. Et sur les sujets suivants, c'est réindustrialisation. Alors, la réindustrialisation, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, mais il faut que chacun comprenne qu'on est dans un temps plus long. Je veux dire par là qu'on a d'abord besoin de créer l'écosystème que les industriels s'attendent à trouver chez nous. On a besoin de leur garantir qu'ils trouveront le personnel qui va convenir à leurs besoins, et là-dessus, en ce moment, c'est pas mal compliqué. Voilà. Et à ce moment-là seulement, quand on pourra les inscrire dans un écosystème, ils seront favorables à nous. On a une partie qui est plus facile, puisqu'on a répondu à un appel à projet régional sur ce que l'État appelle les terrains plug and play. C'est-à-dire, on a un industriel qui arrive, on lui dit qu'il y a un réseau de gaz, un réseau d'électricité, un réseau de chaleur, déconnecté au rail, il y a un terrain. Bon, après, il faut qu'on lui explique que l'agréable va mettre son étudiant pour faire des études. Et au-delà de ces terrains, il faut qu'on les accompagne sur le plan technique. On est en compétition avec d'autres pays, avec d'autres régions. Et il faut que nos aides soient conséquentes, qu'on soit choisir un tenu. Souvent, qu'on les accompagne aussi à trouver les débouchés pour leurs produits. Tout ça dans un cadre assez contraint, puisque l'épine dorsale de notre développement éco à la région de Centre d'Azur, c'est notre plan climat. Maintenant, ça s'appelle Cap sur l'avenir. On ne peut aider une association, une collectivité, un territoire, une entreprise, qu'à condition que dans son programme de développement, il ait une réponse à la centaine d'actions, pas toutes, mais au moins en partie, des actions qui sont dans notre plan climat. Je veux dire par là que si demain, je présente un gars qui me dit je vais construire un puits de pétrole, il y a très peu de chances qu'on l'ait. C'est pas tout. Et voilà, donc la région, elle est là, elle est à l'écoute. Nous, on a pris une doctrine simple, c'est que le développement économique, alors ça c'est peut-être pour passer de CCI, je vais dire ça, c'est avec ou de par les entreprises. On va rajouter quand même qu'il n'y a pas mieux qu'un chef d'entreprise pour lui dire le avec est en premier. Ouais, et on les avait utilisés, si je peux dire, quand on a eu à écrire et à mettre en œuvre le schéma régional de développement économique, innovation et industrialisation, qu'on relance maintenant. Et là, on a lancé les états régionaux de la relance en parallèle de notre nouveau SFP. Et les ateliers sont destinés aux chefs d'entreprise et aux structures, je ne vais pas oublier les CCI, il y a un peu d'ADN, de sensibilité, pour qu'elles nous proposent des solutions qu'elles attendent que l'on mette en œuvre, sur lesquelles on peut les accompagner. Donc on a une plateforme de contribution, à la fois pour les états régionaux de la relance et pour les CRD uniques, les acteurs globalement les mêmes. Alors j'essaie de résumer. Il y a de l'argent pour aider ceux qui veulent, on peut en trouver. Il y a un enjeu pour tout le monde maintenant, il y a beaucoup de discussions sur l'importance de l'industrie décarbonée. Et par contre, si j'ai bien compris, c'est peut-être une question provoque, hein, qui veut, mais si j'ai bien compris, historiquement, l'industriel, c'est celui qui savait faire du prototypage, de l'usinage, de la mise en fabrication, de la supply chain. Est-ce que maintenant, on n'a pas l'impression que l'industriel d'après, c'est celui qui va faire du sourcing humain, savoir trouver les bons, garder les bons, du sourcing de matériel, et notamment dans l'économie circulaire, de la valorisation locale, etc. Et je ne veux pas dire que le reste, c'est-à-dire tout ce que est le cœur du métier industriel historique. On voit bien, je ne veux pas dire qu'en un claquement de doigts, on va remplacer des chaînes de femmes par des imprimantes 3D, mais j'aperçois Loïc là-bas qui nous donne cette sacrée belle boîte azuréenne qui prend du marc de café, des déchets que personne ne veut, et qui les imprime, qui réimprime des choses. Donc, je ne dis pas que ça va se faire en 5 minutes, mais est-ce qu'il n'est pas là l'enjeu? Est-ce que c'est pas ça l'industriel résilient, celui qui va se développer et qui du coup sera financé peut-être plus vite ou mieux par la région Lionel? Bon, ouais. Je la provoque, hein? Ouais, ça peut. pas que ça provoque. Mais un petit peu. Mais sans matière première, on ne peut rien faire. Alors, la réindustrialisation du pays, c'est une nécessité, hein, on le voit. Et la réindustrialisation
Bernard a commencé à le dire, ça va être sur 10-15 ans, on n'arrivera pas à faire mieux, ça sera déjà pas mal. Je pense qu'il y a un besoin de création d'une nouvelle filière pour... ça existe déjà, il y a déjà des filières de valorisation des déchets pour faire certaines choses, mais pas forcément locales, et pas forcément sur tout le panel qu'on a besoin. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment, et plus que les aides, parce que moi je suis pas très aide, mais plus que les aides, je pense que l'impulsion politique doit être sur la création de nouvelles filières pour la création locale. À partir du moment où on a la matière première locale, on sait travailler, parce qu'on est touché d'entreprise, on récupère les bagnoles de Nice, on les fait fondre à Nice et on vous livre des barres de fer pour les bâtiments. Non, ça ne suffit pas. Mais en termes de la gestion des déchets, on a un vrai problème sur le territoire. Les déchets, pour aller jusqu'à Saint-Raphaël, pas trop. Tous les ans, à partir du mois de juin, on exporte des déchets en 13 et on les là, on a plus droit à les quotas baissent tous les ans. Mais c'est une vraie problématique alors qu'il y a des déchets qui sont quand même valorisés. À la région, on en a pris conscience et on a matérialisé par une chose nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui un vice-président en charge à la fois de l'économie circulaire, de l'économie sociale et solidaire, de l'artisanat et du commerce de proximité, qui est un moyen, qui est un marqueur fort pour annoncer ce qu'on veut faire. On travaille aussi aujourd'hui sur de l'économie circulaire, alors avec de temps en temps quelques paradoxes. On est en train de batailler pour l'attractivité d'une très belle entreprise qui fabrique des biosolvants à partir de déchets de canne à sucre. Canne à sucre, dans notre région, ils n'en poussent pas terrible. Mais bon, le bilan écologique global est quand même positif si on fait cuire la canne à sucre. Il y en a d'autres qui travaillent directement sur les déchets verts et les déchets agricoles. Ceux-là, on les a chez nous, et sur des déchets de bois. Donc c'est ça la réindustrialisation que l'on souhaite, parce que non seulement ils créent d'emplois, mais ils nous fournissent ces produits dont ont besoin déjà nos acteurs locaux, en particulier des produits chimiques, mais qui sont des chimiques bio, qui sont des produits chimiques dégradables. Et tout ça, c'est ce nouveau paradigme auquel nous faisons. On est en train de réorganiser en fait notre industrie, y compris sur des produits qu'on imaginait plus classiques. Alors, bien sûr, on a de l'alu. L'alu, c'est facile parce qu'on peut le recycler. Les carrosseries des voitures, on est à 75% recyclable, mais c'est compliqué. On ne fera pas tout avec l'économie circulaire. Notre base, quand même, quand on veut parler d'industrie, ça reste les matières premières. Quelle qu'elle soit, quand on a besoin d'un principe actif qu'il faut fabriquer un médicament, c'est une matière première. Et aujourd'hui, je crois qu'on fait cet effort-là, parce que sur le plan agroalimentaire agricole, on commence à avoir vraiment cette notion de circuit court, y compris les gens acceptent, certaines catégories de personnes acceptent de payer certains produits un petit peu plus chers parce qu'ils veulent savoir d'où vient la tomate qui sont en train de manger. Et en industrie, on y vient, mais le circuit court en industrie, c'est la vieille Europe. Alors, un mot de pas Sébastien. Pas l'insulte, mais on fera du circuit court en industrie. Sébastien. Oui, je vais rebondir sur ce que je dire avec Bernard, justement. Au-delà de tout ça, c'est aussi retrouver aussi sa propre identité. Une boucle locale, finalement, c'est redécouvrir l'artisanat, redécouvrir l'héritage français qui a fait toute la France, tout le patrimoine industriel. Donc une boucle locale, c'est pas seulement finalement transformer les déchets en ressources, c'est aussi finalement garder l'héritage, le savoir-faire, l'héritage français, fabriqué en France. Avec plein de paradoxes, j'ai eu la chance d'aller dans pas mal de régions francophones tout au long de l'année. J'étais il y a peu de temps dans des territoires outre-mer où là, alors ça me fait rire parce que j'avais vraiment la problématique inverse, c'est-à-dire des acteurs qui disaient mais bon sang, on peut produire, mais c'était vraiment ce côté-là. J'étais à Nevers dans le Morvan qui est à côté au pied du Morvan et il n'y a pas un morceau de bois, il n'y a pas une table à Nevers qui est faite avec le bois du Morvan. Je cherchais l'erreur. Enfin, est-ce que finalement il ne faudrait pas inventer un nouveau métier qui est le détecteur de paradoxes industriels qui augmenterait la résilience, parce que je pense qu'on est plein de paradoxes auxquels on s'est habitué et sur lesquels finalement un peu bon sens, beaucoup d'ingénierie
permettrait de remettre un peu... Alors une réaction Laurence, vous êtes pour agir. Je crois que l'homme ne peut pas être au milieu du lieu d'où il vient. Et quelque part, ce que vous êtes en train de dire, c'est tout simplement que quand on regarde les villes, quand on regarde les territoires, on se rend compte qu'autour d'une grande entreprise, il y a la construction d'une ville ou le déploiement d'une ville. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a une généalogie, il y a une histoire, il y a des attaches, parce que l'entreprise crée de l'emploi, mais elle crée de la formation. Donc c'est important, c'est une dynamique économique aussi. Le deuxième point aussi, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de sourcils, et ça me faisait penser que plus on va vers une société technocentrée, plus les humains ont besoin de sentir que si le robot fait des tâches un peu complexes, il va falloir redensifier, réorienter les hommes vers des dynamiques de travail plus valorisantes peut-être, dans lesquelles ils se réaliseront plus. Et on s'en rend compte aussi avec tous les véganes, tous ces gens qui d'un coup se tournent vers la défense de l'animal, c'est qu'on se dit, face à la machine, il est vivant, il va falloir qu'on se soit solidaire. Et ça, c'est très important aussi. Ça fait partie de la résilience et de la rencontre de tout ça. Merci, on est pratiquement... Et le troisième point, juste, la Smart City comme l'entreprise, c'est le nouveau concept, c'est plus durable, ça va être régénératrice. La ville, l'entreprise va être régénératrice, c'est-à-dire la possibilité de réutiliser et de réemployer jusqu'à usure quelque chose qui ne peut plus finalement être exploitable. Bon, l'aluminium c'est faisable, avec d'autres choses, à un moment donné on s'essouffle, mais réemployer toujours plusieurs fois, régénératrice. C'est très important depuis, alors le philosophe nous le dit sur ce plateau, mais depuis ce début de matinée, je chante d'animer quelques focus, le mot prendre soin, donc prendre soin dans la bouche d'un industriel, c'est quand même nouveau comme discours. Et on l'a entendu à plusieurs reprises, c'est assez étonnant comme évolution. Alors, ça fait chers exposants, sur ce qu'à 19h, un cocktail j'espère que vous entendrez médical dans le cadre du centre industriel. Nous vous demandons de vous rendre à l'espace Malongo à 19h. Merci. Voilà. Donc là, on arrive, il nous reste pour moins d'une dizaine de minutes pour conclure ce débat. On va faire un dernier tour de table. Mais voilà, 30 secondes pour ceux qui n'ont pas réagi sur est-ce que tout a été dit. Et j'ai vu Julien aussi prendre la note, peut-être qu'il peut réagir également. Tout d'abord. Par rapport à ce que disait monsieur, c'est vrai que nous, par exemple, on est engagé dans un programme d'éco-conception de luminaires dans le cadre de notre stratégie RSE. Et le point sur lequel on a terminé des analyses du cycle de vie de nos luminaires, et un des axes d'amélioration, c'est effectivement d'essayer de trouver des ressources. On travaille beaucoup sur le métal de pouvoir, et l'idée c'est d'identifier dans la vallée des Paillons en proximité des déchets de bois ou de métaux qui pourraient intégrer la fabrication de nos luminaires. C'est un cercle complètement vertueux où les déchets des uns deviennent des matières premières des autres. Avis aux entrepreneurs, avis aux contributeurs d'un tel projet, l'appel est lancé et voilà un exemple parmi pour les plein. Alors ben voilà, ça se fait même en direct, ça c'est formidable. Lionel, vous êtes en train de prendre plein de notes, parce qu'il y en a 2-3 pour vous. Juste, c'est que là on parle en fait de beaucoup de choses, mais on ne parle pas du problème de fond qui est au niveau de l'industrie française, c'est la concurrence étrangère. Je disais il y a 2-3 jours un article sur les Échos. En mars 2019, on a eu besoin de masques, on a demandé à tous les industriels de se relancer dans la fabrication de masques. Depuis juillet 2020, 97,6% des masques commandés par les collectivités publiques viennent de Chine. Et on touche du doigt un vrai problème, c'est qu'il y a un prix marché qui fait vivre le monde, et on a un problème de compétitivité sur nos entreprises industrielles, bâtiments, c'est pareil, on a des conséquences, et que ce paramètre-là, il va bien falloir trouver une solution parce que compétitivité et volume en plus, parce que la taille d'un marché français, ou même francophone, c'est la francophonie, c'est le niveau de bataille, c'est quand même petit, c'est 500-800 millions, et la anglophone, et la sinophone, c'est tout de suite des marchés homogènes en milliards, donc des problèmes de taille et des problèmes de concurrence quasiment sur les territoires. Est-ce que la résilience est une réponse, mesdames et messieurs les experts? C'est aussi ça le sujet de fond de cet atelier. Est-ce que c'est une des formes de réponse? C'est plus facile d'être animateur dans ces cas-là qu'intervenant. Bon courage. Alors, on reste quand même le premier marché du monde en termes de capacité d'achat. C'est vrai qu'on a des sujets sur lesquels il faut travailler. Moi, je voudrais finir par une note d'optimisme. Alors c'est formidable.
On a fait en des jours trois même rencontres. Vous savez qu'on est la première région d'armement de France. L'industrie de défense est une industrie qui est extrêmement importante, d'autant plus qu'en règle générale, les entreprises qui sont dans ce domaine sont des entreprises duales, c'est-à-dire qu'elles travaillent pour la défense et pour le civil. Et on se rend compte aujourd'hui que la démarche a totalement changé et c'est les industriels qui reprennent la main. Dans le passé, l'armée remplissait le besoin, demandait à la DGA, la Direction générale de l'armement, définis-nous l'outil dont on a besoin. Ensuite, ils demandaient à des industriels de les produire, voire ils les produisaient eux-mêmes. Ça prenait un temps infini. On n'était jamais content, mais surtout on avait toujours une guerre de rue. Aujourd'hui, les militaires n'ont plus les moyens de faire ça. Donc, ce sont les industriels qui proposent des solutions que la DGA valide. Ça va assez vite, que les militaires utilisent. Bien sûr, de temps en temps, ils vont dire des trucs qui les rangent, on va me le repeindre tactique, mais on est dans ce type de solution. Alors c'est vrai avec les militaires, on a vu ce matin que c'était vrai avec l'espace. Et je pense que ça va devenir de plus en plus vrai avec les outils que consomme la puissance publique, je vais le dire comme ça en général, sur tous les domaines. Et ça va contribuer à notre réindustrialisation et à la montée en puissance, entre autres, de nos startups. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont liées à nos startups dans ces domaines-là, mais il y a aussi dedans, et ça c'est pour faire plaisir, beaucoup d'industries manufacturières, et c'est ce que nous recherchons aussi pour accompagner le coût et avoir un ensemble et une chaîne de production complète en y intégrant et en aidant à créer éventuellement les maillons montants. Ça, c'était ma petite note d'optimisme. Eh ben on l'apprend, c'est bon, apprendre la résilience, c'est de belles valeurs, si en plus il y a de l'optimisme au-delà de tout ça. Bah, Laurence, c'est le tour de table de conclusion, le mot de la fin. Tout à fait, j'aimerais vous répondre aussi, ajouter quelque chose d'optimiste dans toute cette histoire, et je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. Vous avez dit qu'il y a une concurrence qui peut être déloyale et qui peut être très mal vécue, finalement, quand on est au cœur de l'industrie, quand on a la charge d'hommes et la responsabilité des âmes des gens qu'on emploie dans son entreprise. Je crois que c'est un beau métier tout cela, mais ce qui est surtout très touchant dans cette histoire, c'est que nous avons quand même une industrie qui est tenue par des valeurs, et la concurrence n'a peut-être pas toujours ces mêmes valeurs. Nos valeurs coûtent peut-être cher, mais ces valeurs font que malgré tout nous sommes en France, nous avons des valeurs qui font que nous avons des RSE, nous avons des façons de traiter les personnes au cœur même des entreprises et des systèmes, que beaucoup peut-être nous envient, et il ne faut pas qu'on rate ces valeurs. Même si parfois on se trouve face à une loi des marchés qui est simplifiée parce qu'on ne traite pas l'humain comme il le faudrait ailleurs. Et je pense qu'il faut que nous tenions par rapport à ces valeurs qui nous font tenir compte. Mettre des barrières à l'entrée, comme le sont, bien sûr, comme le sont parfois les normes ou autres. Merci des industriels qui parlent aux philosophes, des philosophes qui parlent aux industriels. Bravo pour cette initiative, c'est assez original, c'est la première fois à Nice. Pour compléter et pour poursuivre les propos de Laurence, nous qui nous adressons, on travaille beaucoup en B2B mais aussi en B2C, et que ce soit nos clients architectes, nos clients hôteliers ou le particulier qui achète nos luminaires, on a l'impression que quand même cette crise Covid, elle nous a donné à tous, en tant qu'individu ou en tant qu'organisme, une envie de donner du sens à nos achats. On n'a plus juste envie d'acheter une chose pour son utilité immédiate, mais donner du sens, raconter une histoire au travers de ce qu'on achète, de ce que l'on fabrique. C'est peut-être aussi une note d'optimisme, c'est aussi une composante de ce qui fait nos achats en tant que consommateurs ou en tant qu'industriels. Et ça contribue aussi à une certaine forme de résilience. Un grand merci Florence pour ce témoignage. Et là encore, une belle note d'optimisme. Ça fait du bien en cette fin d'après-midi. Allez, même principe pour votre conclusion, Laurent. Ou alors un thème que vous auriez aimé évoquer peut-être et qu'à ce fait n'a pas été. Non, mais le thème il vient d'être évoqué. On parlait un petit peu de valeur. Je pense que c'est quelque chose effectivement qu'il faut développer dans nos entreprises. C'est aussi la valeur. On parle de qualité de vie au travail, on parle de RSE, on parle de bienveillance. Voilà, prendre en compte aussi le besoin de nos collaborateurs. L'exemplarité aussi du chef d'entreprise qui doit porter ses valeurs. Faire l'effort d'acheter plus cher, d'acheter français, d'acheter local. Et
Pensez aussi, on a parlé de conception, on peut parler d'éco-conception si on veut que demain les déchets, plutôt qu'au mois de juillet, on soit bloqué pour un traitement local. Peut-être que si chacun faisait sa part d'effort, le tri à la source, c'est le meilleur tri. On a tendance souvent à évacuer le déchet et dire on s'en occupera plus tard. Je pense que non, on a parlé que c'était une ressource, il faut les concevoir. Je pense qu'on est au début du chemin. Effectivement, le Covid a sûrement aidé beaucoup de monde à réfléchir. Certains y pensaient déjà. Voilà, donc effectivement, pour confirmer ce que disait M. Taylor, je pense que le Covid, la Covid, c'est peut-être aussi aujourd'hui une nouvelle impulsion qui peut être positive et faire penser chacun un petit peu autrement. Un grand merci pour ce témoignage. On continue les tours de table. Sébastien. Oui, très positif. Forcément, les entreprises aujourd'hui vont de l'avant, ont pris conscience de cette nouvelle dimension, de ces changements. Elles ont été provoquées, accélérées ces changements par les crises sanitaires. Et puis finalement, elles se réveillent et se disent aujourd'hui, il faut y aller. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut innover, il faut créer un nouveau monde. Le consommateur que nous sommes tous a envie de faire changer les choses aussi, a envie d'avoir une consommation plus juste. Donc les entreprises elles répondent par la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Donc c'est le rôle de l'entreprise aussi d'avoir aussi aujourd'hui cette dimension sociétale, cette responsabilité. On en a parlé tout à l'heure avec de France, et là, elle a pris cette dimension-là en tout cas, c'est ce qu'on observe dans les entreprises qu'on accompagne, autant en individuel qu'en collectif. Et ils sont prêts aujourd'hui à développer ensemble finalement de nouveaux produits, de nouveaux services. C'est une belle conclusion. Merci Sébastien. Lionel. On va rester sur l'optimisme, la vraie résilience en fait, c'est qu'on est tous là. On est tous là, on a tout mis en œuvre, tout ce qu'il fallait pour passer la crise qu'on a subie, que jamais personne avant nous n'avait vu. On en a été conscient, on a peut-être été un peu moins conscient, mais en attendant, on a fait en sorte que l'ensemble de nos équipes traverse cette crise avec nous et qui continue à faire partie de l'histoire de nos sociétés. Voilà, donc on est toujours là et je pense que c'est la meilleure preuve de résilience de nos industries, de notre territoire. Un grand merci Lionel. Alors, le résultat des conclusions est terminé. La conclusion des conclusions, elle revient à notre élu, président des études, à l'élu, à la région. Et pour faire ça, quand on fait un petit tour là, on peut avoir confiance, on doit avoir confiance. On a des difficultés d'impôt, on a des difficultés de recrutement. Et bon, maintenant qu'on en a fait le constat, il nous appartient collectivement. Tout à l'heure, il y a un des plus beaux mots de cette table ronde qui a été utilisée, c'est qu'ensemble, c'est une condition absolue pour qu'on puisse y arriver. Elle n'est pas insuffisante, mais c'est un bon début pour y arriver. Et puis, on va simplement continuer d'appliquer ma devise préférée. On démarre à fond et on accélère tout le temps. Écoutez, c'est une belle conclusion. J'allais dire pour cette fin de journée, mais non, parce que justement, dans quelques instants, je laisserai le micro à Laurence Bottero. Elle a ouvert la journée déjà avec nous. Et le dernier des sujets de cette journée, il est tout bête. L'industrie du futur sera féminine ou ne sera pas. Là encore, c'est notre dernier temps fort de la journée, c'est dans quelques minutes. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, le réseau du village francophone, les partenaires médias qui diffusaient nos temps forts depuis ce matin. Nous dirons d'ailleurs à distance et on vous en remercie. Je vous donne rendez-vous personnellement à demain, mais vous restez avec nous parce que Laurence Bottero et son tour de table féminin, c'est dans quelques instants, et ça conclura nos travaux de cette première journée d'Industrial 2021. À demain, on se quitte.